Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un symptôme assez fréquent en consultation de médecine interne, c'est le phénomène de Raynaud. Donc, pour cela, les objectifs qu'il faut retenir en fin de cours sont d'abord savoir poser le diagnostic positif d'un phénomène de Raynaud, pouvoir éliminer les diagnostics différentiels et mener une enquête étiologique devant un phénomène de Raynaud, faire la différence entre une forme secondaire et une forme primitive, et enfin assurer la prise en charge thérapeutique pour pallier aux complications. Pour cela, on va adopter ce plan, donc on va commencer par une brève introduction, un petit mot sur le mécanisme physiopathologique de ce symptôme, le diagnostic positif, diagnostic différentiel et étiologique du phénomène de Raynaud, le traitement, et avant de conclure, on va parler de l'évolution et du pronostic de ce symptôme. Alors, c'est quoi un phénomène de Raynaud? C'est un acrosyndrome paroxystique qui est caractérisé par un arrêt brutal et transitoire de la circulation artérielle au niveau des extrémités. C'est un symptôme qui peut être primaire, c'est ce qu'on appelle la maladie de Raynaud, ou aussi secondaire. Secondaire à d'autres affections qu'on va voir par la suite. Sa prévalence est très variable, on ne dispose pas de chiffres détaillés dans notre contexte, mais ailleurs, ça varie en fonction des pays. Toutefois, ce qui sort dans les études, c'est un gradient décroissant nord-sud qui est en rapport avec le climat, donc qui est froid dans les pays du Nord. Il y a une faible incidence des formes secondaires et une grande prévalence chez la femme par rapport à l'homme. Alors, quel est le mécanisme physiopathologique de ce phénomène? Il y a un vasospasme paroxystique qui survient soit sur des vaisseaux qui sont indemnes de toute pathologie, et il s'agit d'une maladie de Raynaud dans ce cas. Sinon, on a des vaisseaux qui sont pathologiques, même en dehors des crises. Donc, dans ce cas, on parle d'une forme secondaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je tiens à vous rappeler quand même comment c'est ce qu'on appelle le glomus, ou bien comment c'est, voilà, le glomus de Masson, c'est là. Alors, je vous rappelle qu'il y a un système artériolaire terminal qui va se relier par des anastomoses à un système vénulaire, donc, et l'ensemble forme des capillaires. Sur le système artériel, on a ce qu'on appelle les sphincters précapillaires et qui sont commandés par des médiateurs et par d'autres facteurs. Donc, qu'est-ce qui se passe en matière de phénomène de Raynaud? Il y a un vasospasme qui se passe à ce niveau et qui serait influencé par des facteurs externes qu'on va voir. Donc, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans le fonctionnement de cette unité. Il y a d'abord le tonus vasoconstricteur, alors, qui est commandé par un système vasoconstricteur, qui est le tonus sympathique, mais aussi un système vasodilatateur très mal connu, mais il y a des médiateurs qui vont intervenir. Donc, en principe, en temps normal, chez une personne normale, il y a un équilibre entre vasoconstriction et vasodilatation. On peut avoir aussi des anomalies vasculaires à type d'oblitération vasculaire proximale, donc, ou bien une résistance veineuse d'aval qui serait responsable d'un trouble microcirculatoire, et du coup, donc, on aura une stase qui serait, ou bien un spasme qui serait responsable des différentes étapes de la maladie de Raynaud. La viscosité sanguine aussi a été impliquée dans les mécanismes physiopathologiques, donc c'est un facteur aussi additionnel. Et on va voir qu'il y a des pathologies dont seule la viscosité sanguine explique le phénomène de Raynaud. Enfin, les perturbations immunologiques qui seraient responsables de lésions intimales et ces lésions capillaires vont donner ou bien vont générer un phénomène de Raynaud secondaire. Alors là, maintenant, on va passer au diagnostic positif. Comment poser un diagnostic positif? Quelles sont déjà les circonstances de découverte? Un patient qui a ce symptôme, il se présente dans votre consultation avec un phénomène de Raynaud isolé, parfois, ou bien associé à d'autres signes systémiques. Parfois, le patient se présente déjà au stade de complications vasculaires, type de gangrène, de surinfection, ou des formes discrètes ou atypiques. Parfois, on dépiste nous-mêmes en faisant une capillaroscopie devant de discrets symptômes. Cliniquement, qu'est-ce qu'on trouve? Il faut savoir que le phénomène de Raynaud est un diagnostic clinique
purement clinique. Il n'y a pas d'exploration paraclinique qui pose le diagnostic. Donc, cliniquement, c'est votre interrogatoire et votre examen clinique qui va pouvoir poser le diagnostic. Alors, l'interrogatoire, le patient, il va rapporter une décoloration des doigts suite à un accès ischémique des mains. Il faut savoir que le pouce est souvent épargné dans les formes primaires, dans la maladie de Raynaud. Quand le patient rapporte que la symptomatologie s'étend aussi sur le pouce, dans ce cas, il faut penser plutôt à une forme secondaire. En fait, ce n'est pas que les extrémités, les mains et les pieds, c'est les plus prédominantes, mais on peut avoir d'autres signes ischémiques où le phénomène de Raynaud est décrit comme ce qui est rapporté dans les extrémités. C'est au niveau des orteils, du nez, des oreilles, aussi bien les lèvres et la langue. Alors, c'est quoi ce diagnostic ou bien qu'est-ce qui se passe? Il y a une crise paroxystique qui est décrite par le patient en 3 phases. La première étape, il va vous rapporter une phase syncopale. C'est une phase où il y a une ischémie, il y a une décoloration totale des doigts, dont la durée varie en fonction des patients et en fonction du contexte. Les doigts deviennent livides et ça va de la pulpe à la racine avec une démarcation nette entre la peau normale et la peau où il y a l'ischémie. Le patient aussi vous rapporte en parallèle, lors de ces changements de tégument, une sensation d'engourdissement des doigts. Cette phase correspond à un spasme intense. La phase syncopale est représentée ici, vous voyez, donc sur l'image, vous arrivez à faire la distinction entre les parties où il y a la partie livide, blanchâtre, qui se démarque de l'autre partie du tégument où la coloration reste normale. Donc, c'est la phase syncopale. La deuxième phase, après la phase syncopale, c'est la phase cyanique ou asphyxique. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de cette phase? La cyanose progresse, elle va de l'extrémité vers la racine et elle s'accompagne avec des élancements. Donc, il y a des changements de tégument. Tout à l'heure, on avait parlé d'engourdissement. Maintenant, le patient, il rapporte des élancements et elle dure en moyenne entre 15 à 30 minutes. Cette phase correspond à une stase capillaire. Donc, voilà. Donc, vous voyez la décoloration des doigts. Donc, c'est là la phase cyanique ils deviennent de couleur plutôt bleuâtre. C'est une phase de stase. Dernière étape, donc, c'est la phase érythermalgique. C'est une phase où les doigts deviennent rouges vermillons avec une sensation de brûlure, de picotement. Et elle est plus courte que les autres phases généralement, ça va de 5 à 10 minutes. Alors cette phase est inconstante, donc le patient peut rapporter la phase ischémique et la phase cyanique sans qu'il y ait une vraie phase érythermalgique. Donc ce qu'il faut savoir, que ceci peut être rapporté par le patient peut vous ramener des photos, des vidéos montrant ces différentes étapes. Sinon, si vous avez un doute, vous pouvez reproduire ces crises grâce à ce qu'on appelle le test du froid. Donc, parce que le froid et les émotions, si vous vous rappelez des mécanismes physiopathologiques, donc il y a le système sympathique, il y a les changements de température, donc vous pouvez vous-même reproduire cette symptomatologie par un test par le froid. Donc, ceci en ce qui concerne le diagnostic positif. Pour être sûr que c'est un phénomène de Raynaud, il faut éliminer tous les diagnostics différentiels. Généralement, l'interrogatoire est suffisant. Un bon interrogatoire et un bon examen clinique sont suffisants pour faire la part des choses entre un phénomène de Raynaud où il y a une succession d'étapes et une acrocyanose qui est très fréquente. C'est une sensibilité au froid qui est permanente et indolore. Donc, c'est très important. Le patient, il va vous rapporter des doigts qui sont cyaniques, qui sont très sensibles au froid, sans pour autant vous dire qu'il y avait de l'ischémie, de la cyanose, ensuite une phase érythermalgique, et les doigts ne sont jamais blancs. Donc, il n'y a jamais de phase ischémique. C'est ce qui fait la part des choses entre une acrocyanose et un phénomène de Raynaud. Il y a et s'accompagne aussi d'hyperhidrose. Donc, l'hyperhidrose, c'est comme des sueurs en excès. C'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est ça, une hyperhidrose de la main. Et il y a aussi de l'hypothermie et un léger œdème des téguments. Deuxième diagnostic différentiel, c'est l'acrorhigose. L'acrorhigose est une impression permanente de froid aux extrémités avec hypothermie locale, mais il n'y a pas de pâleur ni de cyanose. Donc les téguments sont
normaux, mais en parallèle, le patient il sent qu'il a froid, et si vous touchez, effectivement, c'est froid. Donc, ça n'a pas de signification pathologique. C'est un diagnostic différentiel aussi qui est assez fréquent du phénomène de Raynaud, et dont l'interrogatoire l'élimine. Les acroparesthésies. Ce sont des formes douloureuses nocturnes, sensations d'engourdissement et de fourmillement des mains, mais fait très important, il n'y a pas de modification des téguments lors de l'exposition au froid. Donc, il ne va pas vous dire que c'est le froid qui est le facteur générateur et il n'y a pas de changement de couleur. Généralement, c'est le soir que le patient sent des paresthésies ou bien des douleurs des membres. C'est le plus souvent en rapport avec un syndrome du canal carpien. Donc là, il y a l'interrogatoire et il y a l'électromyogramme qui va vous faire facilement la part des choses. Autre diagnostic différentiel, ce sont les angélures. C'est les angélures, donc c'est une hypersensibilité au froid qu'on trouve surtout chez la femme, qui va vous décrire, ou bien vous allez trouver à l'interrogatoire et à l'examen clinique, vous allez noter des taches érythémateuses violines associées à un œdème et un prurite, mais c'est des taches qui sont multiples, isolées. Ce n'est pas le caractère décrit dans le phénomène de Raynaud, ou bien ce n'est pas des zones qui sont livides et qui par la suite deviennent cyaniques et ainsi de suite. Ça s'appelle les angélures. Alors, autre diagnostic différentiel, et il faut dire que c'est tout le contraire d'un phénomène de Raynaud par rapport à la présentation clinique, ce sont les hythermalgies. Alors, c'est un acrosyndrome aussi vasculaire paroxystique, mais qui est en rapport avec l'élévation de la température locale, contrairement aux Raynaud qui est en rapport avec le froid. Il touche beaucoup plus les pieds que les mains. C'est des accès douloureux de rougeur et chaleur qui régressent sous aspirine. Et il y a des formes primitives et des formes secondaires à certaines pathologies hématologiques. Voilà à quoi ressemble une érythermalgie, c'est une rougeur des extrémités qui touchent les pieds et les mains. Donc, après le diagnostic étiologique, après le diagnostic plutôt différentiel, on passe au diagnostic étiologique. Donc là, on a posé le diagnostic positif grâce à un bon interrogatoire, parfois un test au froid. On a éliminé les autres diagnostics différentiels. Maintenant, on doit commencer notre démarche diagnostique à la recherche d'un phénomène de Raynaud secondaire. Ça commence d'abord par un bon interrogatoire. L'interrogatoire, d'abord l'âge et le sexe. Pourquoi l'âge et le sexe? Parce que les formes primaires, c'est souvent des femmes jeunes. On va voir plus en détail la maladie de Raynaud. Et les formes secondaires, c'est des personnes, des femmes ou des hommes, mais d'un certain âge, au-delà de la quarantaine. La profession est très importante, donc il y a des professions qui sont exposées, qui manipulent beaucoup plus des engins vibrants, qui ont des intoxications au chlorure de polyvinyle et d'autres professions. Et aussi les médicaments, il faut éliminer les phénomènes de Raynaud secondaire à des médicaments vasoconstricteurs tels que les bêta-bloquants, certains produits de la chimiothérapie. Donc, après l'interrogatoire, on passe à l'examen clinique. Donc, l'examen clinique, c'est pour l'enquête étiologique. Donc, du coup, on va aller chercher tous les signes ou symptômes qui peuvent éventuellement nous orienter vers une cause secondaire. Donc, les signes ischémiques des doigts, les troubles trophiques pulpaires associés, s'il y a une atteinte des arcades palmaires grâce au test d'haleine. Et aussi, on va aller voir est-ce qu'il y a des signes de spasmophilie distale artériolaire. Voilà le test d'haleine. Donc, je vous explique le principe. On fait une compression des deux artères cubitales et radiales en même temps. Donc, et on obtient un blanchiment, une ischémie de la main. On commence par lâcher l'artère cubitale, on relâche l'artère cubitale tout en maintenant la compression sur la radiale. Alors, si la main se recolore dans les 10 secondes, cela signifie que l'artère cubitale est parfaitement perméable et est capable de prendre le relais en cas de complication de l'artère radiale. Donc, dans ce cas, on dit que le test d'haleine est positif. Donc, ceci pour l'enquête étiologique. Après, on demande des examens complémentaires qui seront vraiment orientés par notre interrogatoire et notre examen clinique. Il n'y a pas de bilan standard à demander ou bilan systématique à demander. Il y a des bilans orientateurs. Donc, on demande un bilan biologique, un hémogramme, un bilan inflammatoire, un bilan immunologique, les anticorps antinucléaires, mais aussi, on va voir les causes les plus fréquentes si on a un doute sur une sclérodermie, les antisclères et ainsi de suite.
On fait la recherche d'une cryoglobulinémie si le contexte nous oriente et un bilan thyroïdien là aussi si on a des signes de dysthyroïdie. Le bilan radiologique, donc une radio thoracique, une radio des mains, surtout dans les formes secondaires où on cherche les complications des atteintes pulpaires, et un Doppler artériel des membres supérieurs quand on a un doute sur une origine vasculaire, soit en rapport avec, on trouve un test d'ANEM positif, on trouve un pouls qui est diminué ou ainsi de suite. L'électromyogramme, là aussi, si on pense à une maladie ou une affection qui est neurologique, ou bien si les symptômes sont les trompeurs, et enfin, une capillaroscopie. Alors, la capillaroscopie, c'est quoi? Elle nous montre des signes qui orientent vers des causes secondaires, donc les mégacapillaires multiples, mais voilà à quoi ressemble un capillaroscope. Donc, c'est un petit appareil, comme vous avez vu, très pratique, que tout le monde peut avoir dans son cabinet, et où on met le doigt, donc, et on zoome sur la partie péri-ingéale. La capillaroscopie, elle permet un grossissement de 10 à 40 fois par transillumination de l'épithélium cutané par une lumière froide. Donc, c'est ainsi qu'on pourra assurer la visualisation de la microcirculation cutanée au niveau du lit ingéal. Et on verra s'il y a un aspect, ce qu'on appelle l'aspect normal, c'est en forme dense, en épingles à cheveux. Donc, c'est ce que vous voyez ici. C'est comme des épingles à cheveux qui sont lignées et striées et qui ont pratiquement le même aspect. Donc, ça, c'est un aspect d'un capillaire normal. Sinon, les formes pathologiques, c'est ce qu'on appelle le mégacapillaire. Donc, c'est le signe le plus orientateur. C'est quoi un mégacapillaire? C'est une anse anévrismale irrégulière dont le diamètre est élevé. D'habitude, un capillaire normal, il mesure dans les 8 micromètres. Quand ça dépasse les 50 micromètres, on est dans les mégacapillaires. Donc, c'est le critère majeur de microangiopathie organique. D'autres anomalies peuvent être soulevées, telles la réduction de nombre d'anses, moins de 9 anses par zone, une dystrophie ramifiée, une désorganisation du lit capillaire ou bien aussi des hémorragies précapillaires. Donc là, vous voyez des formes pathologiques. Vous voyez ici des formes où on a des mégacapillaires. Il y a des zones de raréfaction, il y a des hémorragies parfois, vous voyez. Donc tout ceci oriente vers une origine plutôt pathologique, donc vers une atteinte secondaire. Alors, quelles sont les étiologies? Après une enquête étiologique, qu'est-ce qu'on va évoquer ou retenir comme diagnostic? Dans les formes secondaires, dans le cadre des conjonctivites, la première cause qui représente les 95% des cas, c'est la sclérodermie systémique. Le phénomène de Raynaud peut précéder de plusieurs années les symptômes de la maladie, donc c'est souvent un phénomène de Raynaud compliqué, où vous allez trouver soit de la gangrène, soit de l'ischée, soit de la pulpite ou autre chose. Deuxième chose très importante, c'est qu'il n'épargne pas le pouce. Donc, c'est un phénomène de Raynaud qui prend les 5 doigts. Et quand vous faites une capillaroscopie, vous allez noter une raréfaction des boucles mégacapillaires. Deuxième cause, toujours dans le cadre des conjonctivites, c'est le syndrome de Sjögren. Donc, le Sjögren qui représente pratiquement dans les 1/3 des cas, on retrouve un phénomène de Raynaud qui s'associe à des manifestations extraglandulaires. La dermatomyosite, là aussi, dans la dermatomyosite, le phénomène de Raynaud est présent dans pratiquement le 1/3 des patients. Et c'est la capillaroscopie aussi qui va nous aider en montrant des mégacapillaires ou bien de la microangiopathie organique. Le pus et conjonctivite mixte, le phénomène de Raynaud est présent aussi, à un pourcentage de 20%. Et enfin, les cryoglobulinémies et les agglutinines froides. Donc, en ce qui concerne les conjonctivites. Une origine professionnelle, déjà, on l'a lancé à l'interrogatoire, mais on peut toujours voir dans notre examen, est-ce qu'il y a des signes qui montrent une sollicitation de la main, éventuellement quelqu'un qui travaille régulièrement au marteau-piqueur, quelqu'un qui est exposé au chlore de polyvinyle et ainsi de suite. L'origine iatrogène, on en a parlé, et d'autres causes. Donc ça peut être des causes ischémiques, mais soit des athéromes compression, mais c'est souvent unilatérale, on va en parler plus en détail. L'origine métabolique, donc l'hypothyroïdie, il faut chercher les autres signes.
Si le patient est frileux, s'il a de la constipation, est-ce qu'il y a une prise de poids, est-ce qu'il y a d'autres signes qui pourraient éventuellement vous orienter. Et dans ce cas, il faut demander le bilan pour confirmation. Enfin, les hémopathies, donc on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est le caractère uni ou bilatéral d'un phénomène de Raynaud qui peut nous aider. C'est parce que vous voyez, les causes sont très, très fréquentes. Donc, une cause... quand vous avez une atteinte unilatérale, un Raynaud d'un seul côté, dans ce cas, on sera plus dans les artériopathies et dans les causes professionnelles et traumatiques, contrairement aux phénomènes de Raynaud bilatéraux. Dans ce cas, c'est plutôt les collagénoses, les maladies connectivites et autres affections systémiques, les hémopathies et ainsi de suite. Pour ce qui est du phénomène, donc là, on était dans les causes secondaires. Alors, pour ce qui est du phénomène de Raynaud primitif ou la maladie de Raynaud, les critères d'Allen et Brown sont toujours d'actualité. C'est un phénomène qui est provoqué par le froid, bilatéral, c'est très important. On ne peut pas dire une maladie de Raynaud en cas d'atteinte unilatérale. C'est symétrique, sans étiologie retrouvée, avec un recul, donc une évolution qui doit dépasser les 2 années. Alors, l'évolution et pronostic. Comment ça se passe? Donc, pour l'évolution, généralement, les formes primitives sont bénignes. C'est de bons pronostics, mais ça n'empêche, c'est des patients qu'il faut surveiller parce que, comme on a dit, la sclérodermie peut apparaître des années après. Donc, c'est des patients qu'il faut guetter de près à la recherche d'une cause secondaire. Pour ce qui est des formes secondaires, elles peuvent se compliquer de nécrose parfois qui peuvent aller jusqu'à l'amputation et de surinfection. Donc, et l'évolution, elle va dépendre surtout du diagnostic étiologique et de sa prise en charge. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien éduquer les patients. Voilà à quoi ressemble une gangrène qui malheureusement va aboutir à une amputation et une pulpite là chez une patiente sclérodermique, vous voyez. Donc, c'est les petits points, c'est ça la pulpite et vous voyez qu'elle est surinfectée ici. Donc, là aussi, c'est à guetter et à surveiller. Alors, qu'est-ce qu'on peut traiter? Puisqu'on a dit que c'est un symptôme, le phénomène de Raynaud, est-ce qu'on peut le traiter? Oui, on peut traiter le phénomène de Raynaud, mais on doit traiter aussi la cause. Donc, pour traiter le phénomène de Raynaud, il faut lutter contre la gêne fonctionnelle et la douleur, et il faut éviter l'apparition de complications vasculaires ou infectieuses. Quels sont les moyens pour ceci? D'abord, une bonne hygiène de vie, quelle que soit la forme du phénomène de Raynaud, bénigne ou maligne, qu'il soit primitif ou secondaire, l'hygiène de vie est toujours de mise. Il faut dire aux patients qu'un phénomène de Raynaud nécessite une protection contre le froid. Le port de gants, double gants, bien chauffer le corps, donc il ne faut pas s'exposer au froid. Arrêter un médicament inducteur, si vous en avez. Arrêter le tabac, c'est très important, parce que le vasospasme, c'est parmi les effets secondaires. Et bien sûr, il faut éviter les microtraumatismes, surtout pour les professionnels. Il existe des traitements médicamenteux qu'on peut prescrire pour assurer qu'il y ait moins de vasospasme. Donc, pour cela, il y a les inhibiteurs calciques, tels la nifedipine, qu'on peut prescrire à la dose de 30 mg par jour, le diltiazem, et aussi l'amlodipine, donc toutes sont pourvoyeuses d'une vasodilatation. Les dérivés de la prostacycline, l'hylomédine, qui est donnée par des perfusions intraveineuses pendant 3 à 5 jours. Donc, c'est un bon traitement aussi qui est vasodilatateur, mais on va voir dans les détails ces indications. Et enfin, les antagonistes mixtes de récepteurs de l'endothéline, le Traclyr, donc c'est un médicament qui est surtout donné à titre préventif pour des patients qui ont un phénomène de Raynaud sur une sclérodermie systémique. Il faut savoir qu'il y a aussi un traitement chirurgical qui est la sympathectomie. Si on revient sur notre physiopathologie mécanique, si vous vous rappelez physiopathologique, on a dit que parmi les choses, il y a le phénomène sympathique et on a montré qu'il y avait au niveau capillaire, il y avait des zones où vraiment les médiateurs et les sécrétions peuvent intervenir. Donc, au stade ultime, si c'est un Raynaud qui est incurable médicalement et qui est responsable de complications, on peut proposer le patient au chirurgien pour une sympathectomie. Alors, quelles sont les indications? Pour une maladie de Raynaud, généralement, l'hygiène de vie est suffisante. Mais parfois, on peut avoir recours à certains médicaments pendant la période hivernale chez certains patients, tels que les inhibiteurs calciques.
Par contre, le phénomène de Raynaud secondaire, il nécessite un peu plus de traitement. Donc, avec des troubles trophiques, il faut donner les analogues de prostacycline. Et pour ce qui est des besantons, il a l'AMM seulement pour les formes associées à une sclérodermie. Des traitements spécifiques, bien sûr, une bonne prise en charge d'une affection systémique associée est toujours garant d'une bonne évolution de phénomènes de Raynaud. Donc, il n'y a pas que le traitement symptomatique, il y a aussi le traitement curatif de la pathologie responsable. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir à la fin de ce cours? Le plus important à retenir, c'est que le phénomène de Raynaud a un diagnostic purement clinique. Les autres acrosyndromes sont faciles à éliminer, il faut juste les connaître et savoir faire la part des choses. L'enquête étiologique va permettre de définir les formes secondaires des formes primitives, mais ça n'empêche, on a dit que les formes primitives méritent une surveillance quand même pour voir l'évolution ultérieure. Les complications peuvent être redoutables, surtout les complications ischémiques, mais aussi la surinfection. Une bonne éducation des patients est un volet primordial du traitement qui est essentiellement symptomatique. Je vous remercie.